Non, mais NP, tu sais que tu es quelqu'un de bien. Et ça, on est en train de causer et puis, naturellement, toi-même, tu te rapproches des questions que je te posais. C'est quoi ta pire erreur? C'était la tournée de Aerostar. À la fin, je pense que j'ai perdu autour de 100 000 $. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Salut à tous, c'est Jojo SCI, Jojo Côte d'Ivoire, Joseph Anoblé, ça dépend de comment tu veux m'appeler. Consultant en services financiers, spécialiste en lutte contre la galère. Aujourd'hui, je suis avec NP, propriétaire de Palace, jeune entrepreneur qui vit au Canada. On va parler de business, on va parler d'affaires, on va parler de gestion des finances et de tout ce qui peut t'intéresser parce qu'on ne sait jamais. NP, c'est comment? Comme il a dit, NP, un des propriétaires de Palace. Là, je suis dans l'événementiel, ça fait plus de 10 ans là. Et puis j'adore ça, j'adore voir les gens s'amuser et j'adore aussi le côté finance derrière. Mais c'est quoi ton vrai nom en fait? Moi c'est Axel. Ok, ouais, c'est vrai, j'avais déjà entendu ça. Axel. Ok, ben du coup NP, comment tu rentres dans les affaires? J'ai commencé en fait dans une association à l'université, quand j'étais à Carleton. Il y avait des gens avec qui je traînais souvent, on faisait souvent des chillings, tu vois, tout ça. Et les gars voyaient que j'avais quand même beaucoup de gens derrière moi, tu vois. Et ils disaient comme, ok, tu sais quoi? Pourquoi ne pas créer un truc dans un club? J'avais aussi à l'époque un DJ, c'était mon pote. Lui jouait déjà dans les clubs et tout. Il était comme, faisons un truc ensemble. On se met ensemble, on fait un truc, et puis on voit ce que ça va donner. On a fait ça, c'était un gros succès. Le club était plein, on a fait crap, PNF. Et depuis ce jour-là, j'étais comme, ce truc-là, il y a du cash dedans. Et que si ça c'est bien géré, c'est bien structuré, il y a moyen d'en faire un revenu stable. Ok, donc là c'est dans le monde de la nuit. C'est là que ça a commencé, en vrai de vrai. Mais même avant ça, avant de commencer, même dans des événementiels, soirées, j'ai commencé avec la photographie. Donc j'allais dans les soirées des gens, je prenais les photos pour leurs événements. Et à l'époque, c'était Facebook qui était en vogue, tu vois. Donc je taguais les gens, ça faisait que je créais une communauté. Il y avait plus de gens qui commençaient à me suivre. Et quand j'ai commencé à faire mes propres événements, j'avais déjà des gens derrière moi. Donc ça a fait que de bouche à oreille, ça a commencé à prendre. Et avant même ça, je faisais déjà des vlogs sur YouTube avec mes potes qu'on appelait Ketchup Life à l'époque. Donc ça aussi, ça a fait que j'avais déjà une communauté sur YouTube qui me regardait. J'avais des petits trucs qui faisaient que j'avais créé quand même une certaine communauté un peu partout. Et donc quand je lançais des événements, tout ça, les gens venaient sur club, ils venaient supporter. Donc un côté audiovisuel et un côté monde de la nuit, on va dire ça comme ça, soirée, événements, tout ça. Tout ce qui est comme, genre je fais audiovisuel, tout ce qui est flyers, tout ce qui est vidéo, promo. En vrai, comme tu as dit, audiovisuel et puis monde de la nuit. C'est vraiment dans ça que je suis, dans ça que je me spécialise. Mais je suppose que avant de te lancer dans les affaires, tu as déjà travaillé genre, en tant qu'homme professionnel en général. Ben, j'ai travaillé après ça. En tant que salarié? Ouais. Quand je suis arrivé au Canada, c'était pour les études. Donc pendant les études, mes parents ne voulaient pas que je travaille. Donc j'ai commencé à faire les événements. Et honnêtement, quand j'ai commencé à faire les événements, j'ai vu le cash que je faisais. J'étais comme, j'ai pas envie d'aller m'asseoir quelque part et travailler, tu vois. Ouais. Mais après, à long terme, j'ai vu que si j'ai un salaire quelque part, en plus de ça, j'ai gravé une opportunité de save plus d'argent. Parce que c'est bien beau de faire de l'argent, mais si tu utilises cet argent pour gérer ce que tu as à gérer au quotidien, tu n'as pas vraiment quelque chose à save après. Surtout si tu veux faire vivre un lifestyle assez imposant, tu vois. Donc je me dis, tu sais quoi, trouve un job à côté qui paye tout ce que j'ai à payer comme facture, blablabla. Et mes hustles, mes business, vraiment c'est juste du profit, quoi. Je suis saving, donc ça je ne touche pas à ça. C'est vraiment saving, et puis quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir, j'utilise une partie de ça. Donc, si je comprends bien, NP, lui, il n'est pas dans la même situation que les gens qui sont venus au Canada pour se chercher. Toi, tes parents sont déjà à l'aise. Et bon, je ne vais pas dire que mes parents sont à l'aise. En griffe, les parents qui sont pas déjà travaillés. Oui, mais ça, c'était à l'époque, on parle de quand là? On parle de 2010, tu vois. T'inquiète, mais c'est pour dire en fait que, malgré ça, tu as compris que, bon, l'argent de papa, maman, c'est un tremplin, ça te permet de respirer, et de te concentrer directement, de prendre plus de risques que quelqu'un qui a une famille sous sa charge, etc. Du coup, quand l'argent des affaires, du business, parce que je suppose que l'argent de poche, tu l'utilises pour tes charges, ça on va en revenir. Mais quand l'argent du business vient, que tu saves, techniquement, save, ça veut dire quoi? Ok, moi comment je fonctionne, tout l'argent que je fais au club, même avant d'avoir Palace, parce que c'est comme ça même que j'ai pu save de l'argent pour investir dans Palace.
quand j'étais encore promoteur dans un club dont je ne veux pas dire le nom, je ne vais pas faire de la pub. Donc, tout l'argent que je faisais au club, je touchais à rien. Genre, je touche à absolument rien. Genre, je suis quelqu'un de vraiment très discipliné quand il s'agit de ne pas toucher à l'argent. Je vois ça, mais je ne touche pas à ça. Ça n'existe pas. Ça reste en cash quelque part, je ne touche pas à ça. L'avantage d'avoir un boulot aussi fixe, ça te permet de payer tes factures. Donc, pourquoi je ne touche pas à cet argent-là que je fais avec mes business? C'est parce que j'ai une autre source de revenus qui me permet de pouvoir gérer mes factures, de pouvoir avoir de l'argent de côté pour mes besoins quotidiens, tu vois. Ça, c'est ton emploi. Mon emploi, exactement. Donc, mon business, je ne touche pas à ça. Donc, maintenant, quand j'ai des opportunités où il faut investir pour de gros trucs, et je sais qu'il y a la possibilité de faire un business dessus, je sens mieux que j'ai de la liquidité là, qui me permet de faire ces investissements-là. Ok. Donc, c'est comme ça que je fonctionne en vrai. Tu continues de save jusqu'à quand? C'est quand le niveau de suffisance pour toi? Mais il n'y a jamais un niveau de suffisance. Hein. Toi, tu n'as jamais joui de tout ce que. Ouais, mais genre, à des moments, bien sûr, tu fais une pause. Genre, comment moi je fonctionne en fait? Genre, ça dépend vraiment de. C'est un mindset, tu vois. Il y a des périodes où je me dis que, ok, cette année, je sens que j'ai fait beaucoup plus que l'année passée. Donc, je peux me faire plaisir maintenant. Voilà tel montant que je veux prendre pour me faire plaisir. Mais quand je fais une grosse affaire, je vois que j'ai fait un gros bénéfice. Mais tu sais quoi, bon. Ça là, je vais prendre ça, me faire plaisir. Il y a des années aussi quand les affaires sont pas trop bonnes, où je suis trop focus dans mon business, je me fais même pas plaisir. Je me mets dans la tête que vraiment là c'est une année où tu dois faire des sacrifices, tu bosses à fond, parce que j'ai un goal à atteindre avant la fin de l'année. Une fois que ce goal est atteint, décembre arrive, novembre arrive, tu commences à te faire plaisir. Autour de ton anniversaire aussi, tu te fais plaisir. Tu as des périodes stratégiques. J'ai entendu beaucoup de mots-clés. Se faire plaisir. Grosses affaires, gros montants, gros cash, etc. C'est quoi la plus grosse somme qui est déjà entrée pour toi en toute une année? On parle pas de bénéfices, quoi, de ton taux. On englobe tout, chiffre d'affaires. Est-ce que le Revenu Canada aura accès à ce... C'est quoi le plus gros montant? On sait pas qui va tomber sur la vidéo. Une tranche que tu sais que tu peux déclarer. Entre 150 et 250. Sur une année. Yeah. Ok, et ça c'est juste le monde de la nuit. Ça c'est le montant officiel. Le montant officiel là. En tout cas, c'est mon temps que je peux dire. Une chose est sûre, c'est que les soirées ça donne à Ottawa. Quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais ce que tu fais, et que t'es pas juste stupide, et que tu dépenses pas l'argent de façon inutile en fait. De la même façon que ça rentre, je vais pas mentir, tu peux aussi perdre ça très facilement dans de nouveaux investissements. Et j'ai perdu beaucoup d'argent aussi. Et je ne vais pas rester là et dire que ouais, j'ai fait que faire des bénéfices. J'ai perdu beaucoup d'argent dans des investissements. Il y a des artistes que tu bookes, au final, tu fais des pertes, tu fais de 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. L'année passée, par exemple, j'ai perdu plus de 100 000. Non, mais tu sais que tu es quelqu'un de bien. Parce que c'est comme si on est en train de causer et puis naturellement, toi-même, tu te rapproches des questions que je te posais. C'est quoi ta pire erreur jusque-là? Une chose que tu regrettes, que tu n'aurais. Une chose que tu ne referais jamais en fait. Un choix financier que tu ne vas plus faire. Que ce soit dans ta vie financière directe ou dans l'entrepreneuriat. Ma plus grosse erreur dans ce business-là, je veux dire, c'était l'année passée. Et c'était la tournée de Aerostar. On a fait la tournée d'Aerostar, on a fait, je pense, 4 villes. On a fait Toronto, Vancouver, Edmonton, donc 3 villes. Et puis, à la fin, je pense que j'ai perdu autour de 100 000 $. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La logistique n'était pas bonne. Pour ce à quoi on s'attendait, comme retour, on n'a pas eu ça en fait. Et les coûts étaient beaucoup plus élevés qu'on le pensait. On a mal fait nos calculs. Et puis, on s'est retrouvé à dépenser plus qu'on pensait qu'on devait dépenser. Et après, au final, même les retours, genre, ce qu'on a fait comme gain, il n'y avait pas de gain en vrai, parce que c'était plus une perte qu'autre chose. Donc, c'était la plus grosse erreur de ma vie, de faire cette tournée-là. Et à la fin de l'année, tu ne peux pas savoir. On va te dire que c'est un groupe artiste, tu vas faire des sold out, ça va être rempli. Mais même à ça, quand tu ne fais pas bien tes calculs, c'est aussi un truc qui est important, c'est avant de te plonger dans quoi que ce soit, c'est de bien faire tes calculs. Et avant de signer n'importe quel contrat, de t'assurer d'avoir une image complète de tout le scénario. Parce que c'est bien beau de dire, ok, ça va coûter tant pour l'artiste, mais après, il y a le billet d'avion, il y a des trucs comme ça, ils vont te dire que finalement ils sont 8, ils sont 10. Finalement, tu as besoin de 5 premières classes.
5 business class, 5 trucs ça. Et ça augmente pour chaque ville. Tu dois les déplacer de ville en ville. Arriver là-bas, il y a des chambres d'hôtel pour 5, 6, 7 personnes. Donc au final, tu peux te dire que ouais, ça va coûter tant. Et faire une estimation, mais si tu n'as pas des montants fixes, et aussi les périodes, ça change. Il y a des périodes où c'est moins cher, des périodes où c'est plus cher, les billets d'avion. Si tu ne fais pas bien tes calculs, tu te retrouves à dépenser beaucoup plus que ce que tu avais prévu de dépenser. Soit tu refais juste ton argent, soit tu perds ton argent. Et c'était quoi ton meilleur choix financier? Je dirais le concert de Dadju à Ottawa. C'était très bien. Donc, côté logistique, côté calcul, tout ça, tout était bien. C'était exceed expectation. Quand j'y pense même, j'ai le sourire. Ouais, tu es content de ce travail. Et qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire un événement? Genre, qu'est-ce qu'il doit savoir pour mener son bail à bien en fait? Ne pas faire la même erreur que toi avec les Aerostar. Ok, ben déjà. En dehors de la question des calculs. Ben déjà, tout ça dépend. Quand tu parles d'événement, quelqu'un qui veut faire un événement lambda et se faire du cash en vendant des tickets, ou quelqu'un qui veut ramener un artiste. Disons quelqu'un qui veut ramener un artiste. Ok, donc si tu veux ramener un artiste déjà, il faut bien faire ton étude. Tu étudies bien le terrain. C'est-à-dire dans quelle ville tu veux faire l'artiste. Est-ce que c'est une tournée? Est-ce que c'est juste dans une ville? Tu te focuses sur juste une ville. Essaie de t'arranger pour avoir le meilleur deal possible. Il faut toujours débattre. Les artistes vont toujours te mettre la barre haute parce qu'ils s'en foutent à la fin de la journée. Tu peux le cacher, tu payes le billet d'avion, tu payes l'hébergement, tu les nourris. Eux, ils s'en foutent. Que ça marche ou pas, ils s'en foutent. Ouais, donc ils prennent le cash et ils dépensent rien de leur poche. Tu vois, ils viennent ici et puis tout est couvert et ils sont payés en plus. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment bien faire ton étude de marché. Tu veux faire des posts, essayer de voir, ok, est-ce que vous êtes intéressé par tel artiste, essayer de voir les retours. Parce que les artistes aussi, ils ont, avec leur page Spotify, iTunes, ils peuvent voir exactement dans quelle région ils sont le plus écoutés. Donc, tu t'assures de voir qu'ils sont écoutés dans quelle région assez avant de les amener là. Le check autour de toi, tes amis, c'est des gens qui écoutent vraiment ces sons-là. Même toi-même, c'est quelqu'un qui aimerait voir cet artiste-là, tu vois. Mais à la fin de la journée, tout est risque. Et aussi, il faut trouver une bonne date. Parce que tu veux tomber sur une date où c'est une période d'examen. Et les gens ne sont pas trop chauds pour sortir à cette période-là. Ou c'est une période où c'est la fin du mois, les gens n'ont pas trop les moyens. Donc vraiment, c'est vraiment un gros calcul en fait. Il faut t'assurer d'avoir de voir tous ces aspects-là. D'avoir un bon marketing. Ça, c'est le plus important. Après avoir compris tout, c'est le marketing. Parce qu'il y a des gens qui font des artistes, mais personne n'est au courant. Donc pour moi, avoir un bon marketing, toucher les personnes cibles. Genre si c'est du manuel tu veux faire, si c'est du digital, avec l'aide des posts sponsorisés. Il y a plein d'atouts maintenant pour faire un bon marketing. C'est vraiment de ça, à toi de savoir par où tu veux passer et les techniques vraiment qui vont faire que ton truc va être successful. Donc pour revenir à tes entrées, tu dis qu'il y a une partie salariale qui te sert à gérer tes charges fixes, une partie business que tu gagnes pour continuer de pouvoir investir. Donc la partie salariale, quand ça arrive, exactement, comment tu t'occupes de ça? Est-ce que tu fais un split en particulier ou bien genre, je sais pas? Ben la partie salariale, genre je vais pas te mentir, c'est la partie que je calcule le moins. Donc quand ça arrive en fait, parce que mes factures généralement c'est automatique. Donc tout sort, tant que tout est couvert et je vois ce qui reste là. Dans le reste, genre si j'ai des trucs à faire, c'est là, c'est que je peux me faire plaisir avec ça. C'est pas vraiment un truc où j'ai une structure, je me dis que ouais, j'ai un 10% ou un 15%, un 20% qui va en saving. À la fin de la journée, il y a toujours une grosse partie qui reste après à payer les factures, tu vois. Donc, il y a quand même toujours assez de fonds là pour faire des trucs, mais en même temps, tu fais pas des folies, quoi, tu vois. Il y a une grosse partie qui reste après avoir géré tes charges parce que il y a un surplus de business qui te permet quand même de gérer certaines choses. Quand je dis, par exemple que, ok, genre j'ai un salaire et que mes factures chaque mois, c'est peut-être 40% de mon salaire, tu vois. Donc j'ai quand même 60% qui reste, tu vois. Donc je ne suis pas tenu d'utiliser 60% là. Je peux soit laisser ça là, ou soit si j'ai envie de faire un truc ce mois-là, je peux me faire plaisir. Donc si je fais rien ce mois, je fais rien le mois qui suit, donc j'ai quand même de l'argent de côté, tu vois. Et puis, si, disons le troisième mois, peut-être il y a une urgence, un truc à gérer, il y a des trucs qui arrivent dans la vie. Pour avoir des pneus à changer, pour avoir ici, un truc à gérer. C'est que tu as du cash là. Ce qui fait que, mon argent du club, genre, vraiment, genre ça n'existe pas. Et aussi ce que j'ai commencé à faire depuis l'année passée, genre, mon argent du club, genre,
80%, j'envoie ça sur mon compte au pays. Donc ça n'existe même pas ici. Donc je ne vois même pas ça, je n'ai pas accès à ça. Je garde juste un 20%. Au cas où on ne sait jamais, tu vois, on ne sait jamais si un truc qui arrive ou si un investissement à faire. Tu vois, je sais que j'ai des liquidités là, je n'ai pas besoin de faire un transfert du pays. Mais le fait que l'argent n'est même pas là, accès au pays, genre je ne vois pas ça. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait l'année passée en laissant le cash là. Donc j'étais comme, ok, il n'y a pas de problème, j'ai du cash là, donc c'est juste là, tu vois. Je vais utiliser ça, je vais faire mon argent et le multiplier, tu vois. Donc là, je préfère même ne pas voir l'argent, c'est au pays, ça n'existe pas. Dès que j'ai mes entrées du business, direct ça va au pays. Je garde un 20% là, en cash, quelque part, je sais que c'est là. Quand j'ai besoin de. Si, c'est là. Mais est-ce que tu n'es pas en train d'immobiliser beaucoup d'argent comme ça, en juste stockant ça au pays, comme ça? Parce que c'est vrai que Aerastar s'est échoué, mais ça aurait pu marcher. Ouais, dans ce cas, tu n'aurais pu envoyer l'argent au pays, tu allais chercher au moins 15 autres Aerastar. Ouais, c'est pas faux. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, à la fin de la journée, moi, je me dis que je vais finir par rentrer au pays. Donc, tout ce que je fais là, c'est vraiment mettre le plus possible de côté pour que quand je rentre au pays m'installer, je sois bien. Et que mes business puissent tourner de façon à ce que je n'ai pas besoin d'être là. Du coup, là, est-ce que tu as des investissements au pays? J'ai quelques trucs au pays. C'est pas encore assez bien développé pour que j'en parle tout de suite. Tu vois, le mauvais œil, tu vois. J'attends que ce soit vraiment fini, d'abord complètement on en parler. Mais là, tout de suite, je peux pas vraiment. Mais il y a des petits trucs, je sais que je travaille avec la famille, avec mon frère. J'ai des projets sur lesquels on est en train de travailler. Mais c'est pas encore complètement fini. Donc je vais pas en parler tout de suite. Est-ce que tu fais des investissements sur le marché financier? Genre réel, séisme? Le seul truc que je faisais à l'époque, c'était acheter des stocks et puis je fais un peu de trading de temps en temps. Et comment se portent tes portefeuilles? Bon, j'ai peut-être 5000 $ que j'ai pris en stock, que j'ai mis comme ça, genre Apple, Coca-Cola, des petits trucs Levi's. Coca-Cola, il n'avait pas pensé à Coca-Cola, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas pensé à Coca-Cola. Des petits trucs que j'ai mis là, c'est juste là, je regarde pas ça, tu vois. Je sais que c'est là. Et puis, à côté aussi, de temps en temps, je fais un peu de Forex, juste pour voir, je regarde les vidéos YouTube. Je mets un petit 100 $ au-dessus, je regarde un peu, je joue avec, quand ça trompe, j'achète, quand ça monte, je fais le temps de faire de voir un petit profit, tu vois. Genre c'est là, je joue avec quoi, tu vois. Et puis ça me permet de m'entraîner dessus aussi. C'est un truc que j'aime beaucoup aussi, à côté. Donc quand j'ai un peu de temps libre, je regarde des vidéos, YouTube, des gens qui parlent de ça. Et puis moi-même je fais ça. Ok. Et NP, qu'est-ce que tu penses de l'importance du networking, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, dans la vie en général? Ben, c'est la clé de tout en fait. Tu as besoin de gens qui non seulement supportent ton idée, ton business, et des gens aussi que tu vas rencontrer qui vont te trouver des portes. Rien ne se crée seul. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde, tu peux m'avoir tout l'argent du monde si tu veux, mais si tu n'as pas les bonnes connaissances, il y a des endroits où tu ne peux pas avoir accès. Le networking, c'est très important. Parce que même juste par exemple dans l'événementiel, c'est parce que tu connais des gens qui veulent te supporter, qui viennent au club. Ça c'est une petite niche. Maintenant ensuite, tu as ton marketing aussi que tu fais, qui fait que tu rencontres de nouvelles personnes. Et eux aussi quand ils viennent, tu networks avec eux, ils aiment bien ta vibe, tu es quelqu'un de chill, tranquille, tu vois. Tu les aimes bien, ils viennent ici, ils ont une bonne vibe, tu vois. Tu t'occupes bien d'eux. Quand ils veulent sortir, ils pensent, oh, tu connais depuis, genre, je sais que si je lui fais signe, il va me trouver un truc, il va m'arranger un truc, tu vois, il est toujours là pour, tu vois, s'assurer que tout se passe bien, tu vois. Donc, à la fin de la journée, les relations humaines, je pense que c'est le plus important. Parce que sans les êtres humains pour mettre leur cash dans ton business, il n'y a pas de business en fait. Est-ce que tu as une anecdote sur comment le réseautage a été important pour toi? Genre sur l'apport du réseautage dans ton business à toi ou dans tes activités? À chaque niveau de mon aventure dans ce milieu-là, pour que je level up, ça a toujours été parce que je connaissais tel ou tel. Quand j'ai commencé par exemple, j'étais à un certain niveau où j'étais promoteur dans différents clubs. Après, j'ai rencontré mon partenaire aussi, avec qui on a travaillé ensemble. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, depuis quoi, 2014, 15, je sais plus. On est partenaires dans tout. On fait tout ensemble, 50-50. Donc lui aussi m'a permis d'avoir une différente vision de la chose. Parce que c'est quelqu'un qui est un grand bosseur aussi. Et qui aime prendre des risques. Tu vois. Avant moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas prendre de risques. Genre, je préfère rester là, mon petit truc, c'est là, tranquille. Mais il m'a permis de voir que prendre des risques à la fin de la journée,
genre, si tu veux évoluer, si tu veux vraiment avancer, il faut que tu prennes des risques. Parce que tu peux pas rester là et te dire que ouais, tu vas juste te poser sur tes lauriers et penser que tout va aller bien en fait. Genre, ça va aller, genre, tu auras ton strict minimum, tu vas voir ce que tu as à faire. Mais si tu veux vraiment, genre, si tu as des visions, tu as des rêves, tu as des objectifs que tu veux atteindre, prends des risques. Même pas là, c'était une opportunité qu'on a eue avec un gars qui est dans le milieu depuis des années. Ouais, en tout cas, ce gars-là, c'est lui en fait qui m'a vraiment poussé pour investir dans un nightclub. J'étais promoteur, je me contentais de ça. Ça faisait le taf parce que t'as pas de stress en fait. T'as pas de stress d'employer à payer. Ouais. T'as pas de stress de facture à payer. Tu fais ton cash à la fin de la soirée, tu rentres chez toi. Le propriétaire se casse la tête avec 7 trucs à payer, 7, 6. Toi, tu fais ton cash, tu vois. Ce qui est une bonne chose. Mais à minute où le propriétaire veut se dépenser de toi, plus t'as plus d'argent. Et c'est ce qui est arrivé quand je travaillais à Fly. Comme ça, ils ont dit on a besoin de moi. Et là, tu as dit le nom, hein. non, mais ça c'était ma vente. Ah, ok. Je parle pas, c'est pas le. Ok, c'est pas celui à qui tu n'as pas fait de la. Ouais, c'est pas lui là. Ok. Non, ça c'était à Fly quand je travaillais là-bas et puis ils avaient besoin de moi. J'étais comme ok, d'accord. De là, maintenant, j'étais comme, tu sais quoi. La prochaine fois que j'ai une opportunité, je vais m'assurer que de couvrir mes arrières et d'avoir soit un contrat qui stipule que dans les 3 à 4 prochaines années, tu vas te dépasser de moi comme ça. Okay. Mais quand cette opportunité est arrivée d'être propriétaire, je me suis dit, mais en fait, c'est ce dont j'ai besoin en fait. Parce qu'à la fin de la journée, je ne pourrais pas être promoteur toute ma vie et être en train d'aller de club en club à faire des événements. C'est sûr qu'à un moment, j'aurais pu forcément cette énergie-là. Ou même les gens qui me suivent, hein, ils vont être fatigués. Ouais. Ils vont même pas juste ça, ils vont prendre de l'âge, ils vont plus sortir autant dans une nouvelle génération, tu vois, à qui j'ai pas forcément la main pour les trucs là, pour avoir accès à eux. Mais alors que c'est un club qui est là. Tu peux avoir des promoteurs qui vont venir faire des trucs chez toi. Tu peux avoir différents. Comme par exemple, là maintenant, on a plein d'artistes qui viennent. Mais c'est pas forcément nous on fait ça. Il y a des promoteurs qui viennent, ils bouclent la salle, ils amènent leur artiste. Et à la fin de la journée, ça se passe chez moi, tu vois. Ouais, ça, honnêtement, au début, j'étais un gros risque à prendre. Parce que s'il fallait débourser de gros sous. Et j'étais comme, pourquoi quitter mon confort? Parce que de toute façon, je fais rien. J'aime mon salaire parce que là où je travaille, j'avais un salaire en plus de mon cash que je faisais chaque week-end, tu vois. Donc j'étais comme, pourquoi quitter ça et venir mettre de l'argent et espérer refaire cet argent-là? Honnêtement, c'était la meilleure idée même, parce que même pas en moins d'une demi-année, on a refait notre investissement et puis on avait des profits de malade. En même temps, les clubs, tu as des périodes qui sont hautes, tu as des périodes basses, c'est pour ça qu'il faut essayer de savoir jongler. Vous êtes allé sur le club cash, vous n'avez pas pris de crédit. Non. Ah ouais, garçon. NP, c'est un garçon. Donc justement, c'était ça ma question, parlant de prise de risque. Est-ce que toi, tu as déjà pris un prêt auprès de la banque pour un investissement? J'ai jamais fait de prêt. Jamais de prêt. Ah ouais. Sachez que c'est garçon. Hein. Je fais avec ce que j'ai. Si j'ai pas, je ne peux pas. Je te dis clairement que je ne peux pas faire ça. Voilà ce que je peux mettre. C'est parce que c'est un principe ou bien peut-être un jour tu vas prendre un prêt, mais tu bon, peut-être que forcément à un moment, si c'est un projet, qu'on parle de gros, un truc de 1 million, des trucs comme ça, tu sais que vraiment là, il faut, si tu perds, c'est chaud là. C'est chaud. Ouais. Mais à part ça, je préfère toujours savoir que j'ai pris ça de mes fonds personnels. Et puis, ce qui arrive. Pour moi, c'est que là, si je dois me plaindre, c'est moi-même, je sais comment je vais me battre après pour faire cet argent là. Mais de prêter ça, non seulement tu as prêté, tu as perdu ça. Là, tu dois maintenant rembourser cette personne-là. C'est qui a prêté ça, ça te fait encore plus mal, tu vois. Ouais. De savoir que tu es en train de travailler pour refuser quelqu'un. Alors que bon, c'est vrai que c'est ton argent, tu as perdu ça, te fait mal, mais tu n'as pas quelqu'un à rembourser, tu as juste à travailler beaucoup plus fort pour compenser, tu vois. Mais il y a des gens qui diraient, même si moi j'ai la somme, même si j'ai 200 000 par exemple sur moi, faire aller prendre un prêt de 200 000 pour appliquer. Parce que je sais que je peux rembourser ça de toute façon. Mais si ça marche, au moins j'aurais pas immobilisé mon 200 000, j'aurais fait autre chose avec ça. C'est pas faux. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils sont peut-être dans un milieu différent de business. Ce n'est pas forcément dans l'événementiel. Qui est une réalité complètement différente. Ouais. Je vais faire un prêt pour un événement. J'ai aucune idée si ça va marcher ou pas. J'ai vraiment pas d'idée. Et si tu vas faire ce genre de prêt là, et que tu n'as rien pour te back-up, après tu es dans la merde. Parce que disons que tu vas faire un prêt de, je sais pas, 100 000 et que tu fais une tournée avec un artiste et qu'au final tu perds
peut-être 50% de l'argent. Tu vois? Tu vois? Arrête pas, mais. Parce que tu ne sais jamais. Ouais. Tout peut arriver. Tu peux avoir une journée où, genre, c'est peut-être une grosse tempête de neige. Tout peut arriver, en fait. Ouais. Tout peut, même l'artiste n'arrive pas. Ça arrive où l'artiste n'arrive pas, tu dois rembourser les gens. Ouais. Tu vois? Ou bien l'artiste dit que ouais, il n'y a pas de problème, il n'a pas le visa. Il a le joueur arrive, il ne peut pas forcer dans le pays. Les gens doivent payer le ticket, tu dois les rembourser. Et tu as les frais, tu as booké une salle. Tu as booké une salle, souvent les salles de concert, c'est pas moins de 10 000, 15 000. La production, tu as payé un dépôt à la sécurité, tu as payé des hôtels, tu as payé des billets d'avion. Donc tout ça, c'est perdu. Ouais. Donc, imagine un truc comme ça arrive. Tu as perdu 50 000. Maintenant, tu dois rembourser à la banque. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui, par exemple, tu n'as même pas d'entrée de fonds stable, ou tu as juste un peu d'argent qui te permet de juste couvrir tes besoins, tu es dans la merde. C'est bizarre. Ça veut dire que tu dois commencer maintenant à réfléchir comment rembourser cette dette-là. Alors que si tu sais que bon, voilà ce que j'ai, tu te mets peut-être avec des gens. Aussi, le truc, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de commencer gros. Tu commences quelque part doucement avec ce que tu as. C'est comme genre, tu as un petit truc, tu prends ce petit truc, tu le grossis un peu. Maintenant, ça que tu as ça, tu mets un peu de côté. Maintenant, si tu prends encore une partie, tu essaies de multiplier ça en faisant des petits trucs. Après, quand tu as une grosse somme, maintenant, tu sais que tu veux mettre ça dedans, tu joues avec. Il faut commencer quelque part. Tu peux pas essayer de voir juste gros directement et dire que ouais, moi je veux aller faire un truc de 50 000. Tu peux faire une petite soirée, genre tranquille, où tu n'as pas de grosses charges. Tu vas juste payer les gens tranquille. C'est un petit profit que tu as fait. 100 $, 50 $, c'est 200 $. Tu commences là. C'est 200 $ que tu n'aurais pas fait si tu étais juste resté chez toi à juste fumer l'air, tu vois. Ouais. 200 $ que tu as fait maintenant, tu peux faire encore une autre soirée après. Tu augmentes ça, tu vois. Et ainsi de suite. Ça s'accumule. Après, maintenant, tu peux faire un petit artiste. Peut-être un artiste de Toronto, un artiste de ci. Tu fais un petit profit. Avec ça, maintenant, tu te dis, bon, il a comme ça, puis c'est maintenant peut-être les artistes de France. Ouais. Pas trop loin. Les petits artistes, tu fais ça, et ainsi de suite. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que, même pas forcément dans l'événement, c'est même dans tout. Il faut prendre des risques. Ouais. Pas juste rester là et te dire que ouais, ben, je sais pas quoi faire, ou bien ouais, ça va venir. Donc, faut te lever, tu prends des risques. Non, mais quelle que soit même la situation, parce que même un truc de base, c'est que même si par exemple il n'y a rien à manger et que tu as besoin d'acheter à manger, le simple fait de quitter la maison pour aller faire une transaction, il y a le risque de faire un accident ou quoi que ce soit. Mais tu prends quand même ce risque-là. C'est juste qu'on ne voit pas, mais c'est un risque. Donc si tu te mets dans cette science-là, tu sais que s'il n'y a pas de risque, il n'y a rien. En fait, moi, ce que moi je déteste le plus aussi, c'est les gens qui vont juste rester là et dire que oh, il n'y a pas de travail. En fait, tu quittes du chez toi. Ouais. Réfléchis à quelque chose. Comme par exemple, quand j'ai commencé à faire la photographie, tu crées une page, tu crées des trucs, tu mets sur les réseaux, tu vas acheter une petite caméra. Après, tu mets un peu d'argent, tu commences à faire tes posts, tes publicités, ta publicité. Quelques gens vont te booker. Tu commences à faire tes prix, tu fais un peu d'argent de côté, tu vois. Même si tu as un travail de côté, tu fais ça, c'est un petit business, un side hustle. Ouais. Et il faut avoir au moins minimum 2 ou 3 entrées de revenus. Ça, c'est très important. Ouais. Genre, tu es sûr que tu as ton job stable qui te permet de couvrir tes besoins et puis de faire un peu d'argent de côté. Après, tu as tes business que tu développes tout doucement, qui te font de l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu sais que tu as une stabilité financière, toi, naturellement, tu es beaucoup plus heureux. Ouais. Tu sais que si tu as besoin de faire un truc, tu sais que tu as de la liquidité là pour faire ça. Alors que si tu as juste un job, tu sais que chaque 2 semaines on te paye. Tu sais que c'est serré, tu n'as fini, tu n'as aucun moyen là de faire un petit jeton chap. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. L'année passée, comme je t'ai dit, quand j'ai perdu cette grosse somme, j'étais comme, genre, je veux pas juste rester là en fait. Et je venais de perdre aussi mon travail. J'avais un contrat de network designer pour une compagnie de téléphone. Okay. Mais j'ai étudié en génie télécom. Tu vois, je venais de perdre mon contrat. J'avais fait mon contrat, c'était 2 ans. Et après les 2 ans, il ne faut pas renouveler, blabla, bref. Donc, je ne suis pas juste resté là. Je me dis, mon gars, je vais payer une grosse somme d'argent. Je ne vais pas juste rester là et continuer à utiliser mes savings. Tu vois, mon gars, j'ai une voiture. Je me suis dit, tiens quoi, je vais aller faire Uber. Je ne vais pas juste rester là pendant que je continue d'appliquer. Je suis allé faire Uber, genre j'avais pas de problème. Les gars viennent me dire, oh c'est toi le propriétaire de France. Ouais, moi en fait, je suis pas là pour quelqu'un en fait. Je suis pas là pour genre. Il y a des gens qui, oh genre oh, genre, je vais pas me vendre de faire ça. Honnêtement, parce qu'à la fin de la journée, personne n'est là pour payer tes factures. Claire. Personne n'est là. Tant que ça fait rentrer. Personne n'est là quand tu as des problèmes pour être là pour t'aider.
Donc mon gars, j'ai pas réfléchi à 2 fois, je me suis dit ce truc-là. Et honnêtement, c'est un truc qui est... C'est pour ça que quand les gens me disent, oh, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Il y a tellement de trucs ici. Même si c'est pour aller dans, je sais pas, l'université, nettoyer, et une entreprise de nettoyage, tu peux ouvrir ta propre entreprise de nettoyage. Tu vas voir les gens, vous payez $20 pour nettoyer. Moi, tu fais ça à $15. Il y a trop de choses que tu peux faire ici au Canada. Honnêtement, je me dis toujours que il faut prendre le risque pour se lancer. Tu as un rêve, tu as un objectif, tu n'as pas les moyens pour le faire, lance-toi, il y a trop de moyens de commencer. Les gens vont dire, ouais, c'est facile à dire, mais honnêtement, quand tu penses à quelque chose et que tu le penses fortement, à un moment, tu finis par réaliser ça parce que tu ne fais que penser à ça. Tu vois, la plupart des gars, ils veulent juste chiller, tu vois, juste être là, vivre la belle vie, tu vois, et puis beaucoup de nos jeunes frères aussi maintenant, bon, et s'ils rentrent dans la fraude, c'est plus facile pour eux, tu vois. T'as dit toucher un sujet très sensible. Non, mais honnêtement, beaucoup maintenant, c'est ça, ils veulent rentrer dans la fraude, c'est du quick cash, tu vois. Mais moi, je juge pas ça, tu vois. C'est des risques aussi, tu vois. Tu as un risque de te retrouver en tôle, tu vois. Donc c'est un risque, dans tout il y a un risque, tu vois. Exact. Donc moi, je fais pas ça. À la fin de la journée, ils font ce qu'ils ont à faire, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un qui... J'ai vraiment peur de me retrouver en tôle, tu vois. Je ne veux pas prendre ce genre de risque. C'est que bon, tu vois, même si bon, peut-être que Revenu Canada est mal, tu vois. Mais à part ça, tu vois. Ben, en tout cas, merci NP d'avoir répondu à notre appel. On s'approche de la fin de notre interview. Le plaisir, le mien. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as quelque chose à dire en mot de fin? Ben, je dirais de ne jamais abandonner. Ouais, ça c'est le truc que je peux dire. De jamais abandonner. À la fin de la journée, rien n'est certain. On peut être en train de travailler à fond, de se tuer, et puis la minute qui suit, on fait même plus partie de ce monde. Donc, il faut rêver grand, il faut rêver gros, et il faut pas perdre une seconde. Si tu as un truc en tête, si c'est un truc que tu aimes faire, prends le risque, tu vois, fais ça, ça te coûte rien. Tu vas peut-être dire que ouais, t'as pas les fonds, mais faut commencer quelque part. Ouais. Maintenant avec les réseaux sociaux, tout est out there. Tu peux poster un truc, tu sais pas l'impact que ça va avoir. Tu vois, t'as un rêve, t'as un truc, vas-y, fonce. Et puis finalement, à un moment ou à un autre, ça va finir par arriver quelque part. Peut-être ça n'arrivera nulle part, mais au moins tu aurais fait ce que tu aimes. Pour un certain temps, tu aurais touché certaines personnes avec ton talent ou je sais pas quoi. Mais il faut pas juste rester là et te dire que ouais, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas. Ou tes amis te découragent sur certains trucs. T'as envie de faire un truc, vas-y, fonce. Fais-le. Ça va finir par payer. Merci à toi NP. Et puis j'espère qu'on va te voir à notre Melika Connect, un événement de réseautage pour permettre aux jeunes professionnels, entrepreneurs, même des étudiants qui sont en quête de développement professionnel, d'être dans la même pièce que des gens qui pourront les inspirer. Et puis voilà quoi, qui sait, peut-être que tu vas te faire de nouvelles connexions là-bas pour le club ou pour autre chose. Peut-être que tu vas trouver un conseiller financier qui va t'ouvrir un RIER parce que tu n'en as pas encore. Voilà, donc c'est tout ça. On commence à Melika, on finit à Palace. Ici c'est la nuit. Nous c'est after work.